inashuka kwange tomalwenga buwena na ntangwe adi ntangu inashuka kwange oh tomalwenga buwena na ntangwe adi ntangu inashuka kwange tomalwenga buwena na ntangwe adi ntangu inashuka kwange. Ici, c'est T-Congo, le Congo de T-travailleurs, T-technocrates, T-tranquillité. Chers compatriotes, vous qui êtes dans le combat, nous sommes dans la 3e vidéo de la situation politique de M. Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas revenir sur les 2 premières cassettes vidéo que nous avons déjà montées. Je vous demande d'aller l'écouter. Donc celle-ci, c'est la dernière pour clôturer avec la situation politique de M. Denis Sassou Nguesso. Néanmoins, à titre de résumé, je dirais que dans la 2e partie, nous avons parlé de différentes oppositions. L'opposition de Fro Libaba. Nous allons aussi parler du front Boma. Et puis de l'opposition de l'extrême nord, que nous avons appelé donc le pro-soviétique. Finalement, nous avons terminé avec l'opposition de M. Bernard Kolela. Nous avons aussi parlé de comment Sassou a pu se débarrasser de Xavier Katali et comment il a manigancé aussi pour se séparer avec Jean-Pierre Tisser Tshikaya. Donc voilà de quoi nous avions parlé dans la 2e partie de la situation politique de M. Sassou. Alors, pour ne pas se répéter, ça c'est la 3e et la toute dernière. Donc nous sommes maintenant au 3 août 1986. Il y aura donc l'ouverture du procès des attentats aux explosifs au cinéma Star et à l'aéroport Maya-Maya de 1982. Devant la cour révolutionnaire présidée par Charles Mazou, 7 personnes accusées vont donc se présenter. On leur accuse d'avoir adhéré à des sectes ou de regroupements interdits. On leur accuse de complot, de tentatives d'assassinat, de destruction des édifices et de fabrication. On les accuse de l'acquisition de ports d'armes, de cession de détention de matériel, et puis on les accuse également de détention d'armes et de munitions de guerre. Quelles sont les personnes qui ont donc été convoquées? Il y avait Claude Ernest Ndala, Jean-Pierre Tisser Tshikaya, Jean-Gustave Bouissou, Blaise Nzalakanda, Daniel Biampandou, Gaspard Kivuma et Claude Kimbisila. De 1986 à 1987, Sassou donc va se faire un an sur l'échiquier international. Alors, il va se faire élire président de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, et en même temps, celle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Fin juin 1987, le colonel Ngolondele,
qui est donc le directeur général de la sécurité d'État, va rapporter à Sassou comme quoi qu'il se fomentait un coup d'État, donc qu'on allait abattre son avion du moment où il allait décoller pour se rendre à l'OUA. Cette rumeur, en fait, c'est Sassou qui l'a lancée, mais il voulait voir un peu quelle devait être l'attitude de M. Ngolondeli. Pourquoi je le dis? C'est juste par déduction, parce qu'il avait fait la même chose pour M. Xavier Katali. Pour l'histoire justement de bombes, là où on a convoqué justement les accusés que je venais de citer. C'est au cours de ces activités-là que Xavier Katali avait perdu son poste. Parce que pour Sassou, il ne pouvait pas concevoir qu'en tant que ministre de l'Intérieur, qui n'a pas pu aller lui donner les informations concernant ce qui s'est donc passé. Et donc il lui avait changé de poste, il lui avait donc confié le poste de transport. Un changement que Xavier Katali n'avait pas apprécié. Alors, M. Sassou donc se fait un nom, c'est ce qu'on venait de dire, il commence à se faire connaître sur le chéquier international. Début juillet 1987, puisqu'on a parlé d'un coup d'État qui se préparait, il faut donc chercher les coupables, ceux qui veulent faire ce coup d'État. Donc c'est l'ancien président Joachim Yombi Opango, lui qui avait été libéré plus tôt parce qu'il était en résidence surveillée. Il sera donc arrêté. Et plusieurs anciens officiers supérieurs, dont un ancien chef d'état-major, sera également arrêté. Sera aussi arrêté le lieutenant Gilbert Iloko et d'autres personnalités militaires et civiles d'ethnie Kouyou. On peut citer Henri Ebundi, Jean-Michel Ebaka, Julien Atondi Momondjo. Tous Kouyou, ils vont donc être arrêtés. Mais ça fait partie du système de Sassou. Parce qu'il veut se séparer totalement, il veut faire une rupture avec le régime Yombi. Parce qu'ils ont eu des brouilles avec Sassou et Yombi quand ils étaient dans le CMP. Parce que Sassou disait que c'est Yombi qui avait provoqué la mort de Marien Ngouabi. Et Sassou lui-même était accusé par Pierre Anga, qui est Kouyou, infidèle de Yombi. Donc un an de CMP, ça a été des règlements de comptes entre eux. Et donc Sassou, à la sortie du CMP, il avait restructuré tout le parti. Alors il commence à faire asseoir sa politique. Il commence à regarder quelles sont les oppositions. Donc, on avait dit qu'il y avait l'opposition du Frouli Baba. Ça, c'est une situation qu'il va régler bien après. Mais entre-temps, il s'attaque d'abord à ce front Kouyou. Alors, donc une première convocation est donc adressée à M. Yombi et Pierre Anga pour interrogation. Yombi donc est déféré. Pierre Anga, pour sa part, réplique, je cite, « Je n'irai pas à Brazzaville, plus jamais personne ne m'arrêtera. » Fin de citation.
depuis Owando, où il était donc où il était parti rester, puisqu'il avait été déjà exclu du CMP bien avant. Pierre Onga s'est donc replié totalement à Owando. Pierre Onga, c'était un ancien d'aide de camp de Marien Ngouabi. Niant toutes ses implications, alors il se prépare à la guerre. Parce qu'il savait que Sassou ne lui ferait pas cadeau. Et lui aussi, il commençait donc à se préparer. Il refuse de se présenter. Et comme il avait des complices qui étaient donc à Brazzaville, ses amis lui envoyaient clandestinement des armes et des munitions. Alors, un jour, on va envoyer 3 militaires pour aller donc l'arrêter. Pierre Onga les a tués, tous les 3. Pierre Onga va donc rassembler une trentaine de ses parents avec lui. Et donc, il va faire de sa maison d'Owando leur état-major. Il ne dormait pas dans cette maison dans la nuit. Il partait se cacher dans la forêt d'Ikonongo. Alors, l'armée engage une violente traque pour pouvoir l'attraper. Le 6 septembre 1987, un contingent prêté par l'armée française basée au Gabon débarque des commandos parachutistes à Owando. C'est l'affrontement. Selon une source, cet affrontement avait fait une soixantaine de morts. Effectivement, c'est M. Sassou qui avait demandé l'aide à M. Bongo de lui envoyer, s'il pouvait envoyer des parachutistes français qui étaient basés au Gabon. Simplement parce qu'il ne pouvait pas trop compter avec l'armée congolaise. La maison donc de Pierre Onga sera rasée, mais l'ancien capitaine avait réussi déjà à s'enfuir puisqu'il avait creusé un tunnel depuis la maison jusqu'à dans un autre quartier. En 1988, Pierre Onga donc sera abattu. Sa traque s'accompagne de grande brutalité sur les habitants Kouyou de la part des militaires. On nous avait rapporté qu'il y avait des viols, il y avait des personnes de troisième âge qui avaient été maltraitées. Et donc, les habitants Kouyou, le peuple Kouyou avait subi vraiment des brutalités de la part des militaires. Mais qui est donc Pierre Onga qu'on est en train de rechercher? Pierre Onga a fait ses études supérieures en URSS. Parallèlement à sa formation de militaire, il a obtenu un doctorat en sciences sociales. Pierre Onga est originaire du groupe ethnique Kouyou, comme Yombi et Marien Ngouabi. Marien Ngouabi qui servira comme officier d'ordonnance, je l'ai dit, avant brièvement d'intégrer le comité central du Parti congolais du travail en 1972. À la mort de Marien Ngouabi en 1977,
Pierre Onga donc va intégrer le comité militaire du parti. Mais très vite, ces contradictions avec d'autres membres influents du CMP tels que Florent Tiba et surtout avec M. Denis Sassou Nguesso qui était le numéro 2 du CMP, qu'il l'accuse d'avoir tué l'ancien président. Alors, ces contradictions se déballent alors au grand jour. Donc, Pierre Onga accuse M. Sassou d'avoir tué le président Marien Ngouabi. Et Sassou, lui, à son tour, accuse Yombi avec les tracts qu'il avait fait distribuer dans tout Brazzaville, comme quoi c'est Yombi qui avait tué Marien Ngouabi. Alors donc les contradictions internes au niveau du CMP se font vraiment, ça se déballe au grand jour. Mais tout cela, ça se passe juste après 1 an de Marien Ngouabi. Et avant cette période, il y avait le procès de Marien Ngouabi, vous le savez, j'en ai parlé, et il y avait eu 10 morts. On les avait tous liquidés. Mais voilà que avant 1 an, la vérité donc commence à apparaître. C'est pour dire que malgré la sentence qu'ils avaient donnée à ces ressortissants du Sud, ils étaient conscients que les gens qu'on était en train de tuer, ils étaient pour rien. Alors, le 31 janvier 1989, le colonel Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, est promu directement au grade du général d'armée. Il devient ainsi l'officier général le plus haut gradé de l'armée populaire nationale. Il est ainsi le premier Congolais à atteindre ce grade. Alors qu'il y avait, quand ils étaient dans le CMP, il y avait déjà Yombi qui était déjà colonel. Il y avait des officiers qui étaient déjà plus gradés que lui. Mais comme il est déjà président de la République, tout de suite, il s'est donné le grade le plus haut de l'armée populaire nationale. Mais tout cela, ce n'est que dans la tactique pour Sassou de faire asseoir sa politique. Parce que, ayant fini avec le parti, restructuré le parti, ayant maîtrisé les zones de là où il pouvait avoir des oppositions, au nord avec Katali, ça c'est une zone qu'il a réglée avec Katali, avec le Froli Baba, ça c'est un problème qu'il avait réglé aussi avec les Bateke et avec Ntsiba qu'il avait d'abord mis hors jeu de côté, suspendu, mais il l'a récupéré. Et donc, il a fait des leçons à Damas Ngolo. Donc, la situation de Froli Baba était déjà presque réglée. Et là, il est donc en train de régler la situation avec les Kouyou. Donc, voilà pourquoi il a tué déjà Pierre Onga. Et puis, avec les explosifs de Cinéma Star. Il est donc en train aussi de régler la situation avec Tisser Tchikaya. Parce que Tisser Tchikaya est très influent malgré qu'il soit un civil. Le peuple congolais l'apprécie beaucoup. On l'appelle Monsieur Propre. Alors, ça, M. Sassou n'apprécie pas ça. Il se dit, il faut que je règle aussi ce problème avec Jean-Pierre Tisser Tchikaya. Donc, toutes ces zones qu'il est en train de maîtriser, mais il lui reste encore une autre cellule qu'il veut maîtriser, c'est celui donc de la cellule de l'armée. C'est pour cela qu'il s'est donc donné le grade, le plus haut grade, tout simplement pour qu'il puisse nommer
ses généraux à lui. Comme ça, il aura la même mise sur eux. Ça, c'est la stratégie donc de M. Sassou. Juillet 1989, Sassou lance un appel aux Congolais qui sont en exil de revenir au pays afin de venir participer à la reconstruction du pays. Il veut marquer à partir de là son autorité, se faire voir comme un grand chef d'État, un homme de paix. Donc il tend la main à tous les Congolais qui sont en exil, à l'extérieur. À l'approche du congrès de 1989, Sassou va adopter une tactique identique à celle qu'il avait utilisée contre Jean-Pierre Tchikaya. La tactique en question, c'est celle qui consiste d'attribuer la responsabilité d'actions invérifiables, c'est-à-dire en l'occurrence des préparations d'un coup d'État. Donc c'est cette tactique qu'il va encore utiliser parce qu'il veut contrôler encore une autre cellule. Alors, pour pouvoir donc se débarrasser du M22, le M22 c'est le mouvement du 22 février de Ange Diawara. Mais il y a encore des fidèles, il y a encore des Congolais qui sont dans cette cellule de M22. On peut citer le Camille Bongo, le Kombo Machona, qui étaient donc dans ce M22 là. Et donc, Sassou veut se débarrasser de ces membres de M22 parce qu'ils sont encore influents. Et en même temps de cette opposition de Kouyou là. Donc il veut se débarrasser d'eux. Il va donc monter, il va faire circuler une rumeur. Cette rumeur, c'est dire qu'il y avait un coup d'État qui était prévu, c'est-à-dire pendant que Sassou devait prendre son avion pour se rendre au sommet de l'OUA à Addis Abeba, qu'on devait donc abattre son avion. Voilà la rumeur qui va faire circuler. Alors, cette information, au niveau du pays, ne sera pas connue. C'est les Congolais qui sont à l'extérieur qui seront au courant de ça. Que Sassou était en train de manigancer un coup pour pouvoir arrêter les Kouyou et les membres du M22. Ces Congolais, ils appartiennent donc à un mouvement qu'on appelle le mouvement patriotique congolais, le MPC. Le MPC, c'était un parti qui avait été créé par Jacques Opango, qui est donc qui se maintenait encore à l'étranger, où la plupart des Congolais Kouyou à l'étranger militaient. Donc, c'est eux qui étaient au courant et qui ont donc fait révéler cette affaire. Effectivement, Sassou, comme c'était dans son plan, la machine ne s'est pas grippée, il a tout de suite fait arrêter les Kouyou, les officiers et puis les civils. Parmi les officiers, il y avait deux colonels, Obambo et Kia, Jean-Michel et Baka qui étaient d'ailleurs dans le comité militaire avec lui, et puis Henri et Bondi. Il y avait aussi deux capitaines, Julien Elengayoka et Félix Ondier. Et il y avait aussi un lieutenant, Antoine Iloki. Les civils, il y avait Julien Atondi Momonjo, Norbert Iboko, Raymond Ombongo et Basile Kakeanga. Voilà. Donc Sassou va les arrêter. Parce qu'il veut neutraliser cette cellule, cette opposition des Kouyou. En janvier 1990, Sassou monte donc une commission ad hoc chargée
de réfléchir aux changements en cours venant de pays d'Europe, plus précisément après la réunion de Bâle avec le président français Mitterrand, et aussi du vent qui venait de l'Est de la perestroïka avec Gorbatchev. Donc, il monte cette commission d'ad hoc et donc il leur demande d'étudier quelles pouvaient être les implications au niveau national. Février 1990, Sassou va maintenant se tourner vers les Batéké. Après qu'il s'est tourné vers les Banjo, là-bas vers Infondo avec Xavier Katali, après qu'il s'est tourné vers Pierre Onga et Yombi, donc chez les Kouyou, après qu'il s'est tourné vers Jean-Pierre Tisser Chikaya, les Vili, il veut maintenant aller neutraliser, maîtriser la cellule des Batéké. Certes, c'est vrai que les Batéké et Sylvain Florent Ntsiba, il l'avait déjà maîtrisé puisqu'il avait suspendu, après il l'a mené, donc la domination était là. Et Damas Ngolo n'avait jamais riposté, donc il était fidèle avec lui. Mais donc, en dehors de ces deux Batéké, il y avait d'autres déjà qui commençaient à monter, qui n'étaient pas des militaires, et donc il fallait alors les maîtriser. Et comme toujours, il va toujours créer, il va faire circuler la rumeur, et puis après il les arrête, parce que lui, c'est comme ça qu'il opère. Donc, il va faire circuler la rumeur, comme quoi il y avait tentative de renversement des institutions par les Batéké. Donc, il va les arrêter. Il s'agissait de Célestin Ngongarankwa et de Clément Mirassa et puis de Michel Ngankou. Tous des Batéké. Donc, vous voyez comment Sassou est en train, petit à petit, neutraliser les cellules d'opposition qui sont dans le pays. Et puis, il est allé aussi maîtriser l'armée parce que c'est maintenant lui le plus haut gradé. Début juillet 1990, le comité central du Parti congolais du travail décide de la séparation du parti et de l'État, définit le multipartisme comme un objectif à atteindre après une phase de transition et accorde une plus grande liberté aux citoyens dans la vie quotidienne. Septembre 1990 s'ouvre sur la déclaration d'indépendance du syndicat unique vis-à-vis du PCT. Alors, les délégués de la CSC, puisqu'ils ont déclaré leur indépendance, les délégués réclament la hausse des salaires ainsi que le dégel des avancements dans la fonction publique. En même temps, ils s'invitent alors dans le champ politique en exigeant une ouverture démocratique immédiate. Sassou les convoque à son palais et s'efforce de les mettre au pas. Malheureusement pour lui, les délégués y résistent. Alors Sassou suspend le congrès de la CSC et dissout immédiatement le comité directeur. Il nomme à sa place un directoire provisoire qui a à sa tête Simon-Pierre Ngoni-Bansari. Le secrétaire général de la CSC, Jean-Michel Bokamba-Yangouma, réplique en appelant les travailleurs à une grève générale. Celle-ci est bien suivie par tous les travailleurs.
Sassou demande alors à l'armée d'aller mater les dirigeants syndicaux. Mais il se heurte au refus du général d'état-major, général des FAC, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Au bout de 3 jours de paralysie générale du pays, finalement Sassou est contraint donc de céder. La CSC peut donc reprendre son congrès et le pouvoir lui donne toutes les satisfactions sur les revendications qu'ils avaient formulées. En décembre 1990, le congrès extraordinaire du Parti congolais du travail met fin officiellement à la primauté du parti sur l'État et abandonne alors le marxisme-léninisme comme idéologie. En même temps, Alphonse Soukoulatou-Poiti démissionne de son poste de Premier ministre et c'est Pierre Moussa, ministre du Plan, qui est désigné pour assurer la vacance. Le 8 janvier 1991, Sassou nomme alors Louis Sylvain Ngoma comme Premier ministre et le charge de former un gouvernement d'union nationale pour assurer la transition vers la démocratie et préparer une conférence des partis chargée d'élaborer une nouvelle constitution. Mais devant le refus de la classe politique à souscrire à cette démarche, il s'incline et annonce la convocation d'une conférence nationale. Le 25 février 1991, il va y avoir donc l'ouverture de la conférence nationale, la CN, réunissant près de 1200 délégués, composés essentiellement des représentants des partis politiques, des ONG, des fondations, des associations, des confessions religieuses, l'administration et des structures publiques, des forces de l'ordre et des individualités. Le lendemain, c'est-à-dire le 26 1991, il va y avoir donc obstruction à la conférence nationale faite sur la partition et les quotas. Cela a suspendu donc des travaux pendant 4 jours. Le débat a opposé le président provisoire dirigé par le Premier ministre Louis Sylvain Ngoma et les délégués des organisations de la société civile. Tout cela, c'est tout simplement parce que M. Sassou avait infiltré des gens à la conférence nationale pour qu'à chaque fois quand il y aurait, disons, de vote, pour ne pas parler de vote, mais qu'il y ait beaucoup plus de voix, parce qu'il voulait en même temps contrôler aussi, il voulait avoir la même mise sur la conférence nationale. Et donc le 12 mars 1991, Monseigneur Ernest Nkombo est élu président de la conférence nationale au cours d'une séance dirigée par le doyen d'âge Hyacinthe Bakanga, âgé de 70 ans, autour d'une commission de sages. La conférence nationale se déclare souveraine, devient alors la conférence nationale souveraine. Le 1er avril 1991, alors pour des questions de transparence, de sécurité, certains conférenciers vont suggérer la démission de chef de l'État, de M. Sassou et de son gouvernement. Parmi donc tous ces conférenciers-là, on peut citer Jean-Claude Mayimba Mbemba, on peut aussi citer M. Modeste Boukadia. Malheureusement, cette demande ne sera pas acceptée par M. Ernest Nkombo, qui d'ailleurs va s'opposer en ces termes. Je cite, « Nous ne sommes pas venus faire un coup d'État,
le chef de l'État ou le gouvernement ne devra pas démissionner. Fin de citation. Le 10 juin 1991, ça sera donc la date de la clôture de la conférence nationale souveraine. Cette fin sera marquée par un acte symbolique, c'est celui de lavement des mains. Mais cet acte que M. Ernest Nkombo a voulu bien poser, dont lui, il connaissait la signification, avait été mal compris pour, surtout la plupart pour les gens du Nord, parce qu'ils n'en connaissent pas la signification. Le 2 juin 1992, puisque la transition de M. Milongo vient donc de finir, il y aura alors les premières élections présidentielles démocratiques au Congo. M. Denis Sassou Nguesso arrive en 3e position, derrière M. Pascal Lissouba et Bernard Kolela. C'est donc à cette période que M. Denis Sassou Nguesso va créer la milice dénommée les Cobras. Maintenant, nous allons examiner la situation politique de M. Sassou pendant la période de M. Pascal Lissouba. Il n'est plus président de la République, mais quel genre de politique Sassou va mener? Alors, entre 1994 et 1996, puisqu'il n'est plus président, il va donc se réfugier à Paris avec sa famille. Jusqu'en fin 1997. Donc, durant toute cette période, M. Sassou, avec son carnet d'adresses qu'il avait, il va donc renouer ses relations au point où il va donc s'entendre avec Jacques Chirac, qui va lui fournir donc les armes, et donc il revient au Congo pour venir faire un coup d'État. Venir provoquer une guerre civile qui fera plus de 10 000 morts. Le 1er novembre 1996, justement, il va se tenir à l'Élysée une réunion secrète où il y aura M. Jacques Chirac de la France, Omar Bongo du Gabon et Denis Sassou Nguesso lui-même. Et c'est donc ce jour-là qu'ils avaient scellé le sort du président Pascal Lissouba, un président qui avait été élu démocratiquement. En janvier 1997, donc dans la perspective des élections présidentielles prévues pour juin, Denis Sassou Nguesso se prépare déjà pour rentrer au Congo. Le 10 mai 1997, Sassou arrive donc à Oando et il va donc commencer à faire sa tournée préélectorale. Sauf que cette tournée sera perturbée par les partisans de Yombi Opango qui s'opposent à son entrée en Tipoy dans leur fief. Parmi les farouches qui vont donc s'opposer, il y aura Jacques Okoko. Alors un militaire proche de Yombi, soupçonné de vouloir attenter à la vie de Sassou Nguesso, est abattu par la garde personnelle de M. Sassou. Nous allons développer beaucoup plus en détail quand on sera dans la situation des assassinats. Pour vous donner à peu près le nombre des personnes qui sont mortes au cours de ces affrontements. Alors, le 5 juin 1997,
La résidence privée de Mpila de M. Sassou est encerclée par les militaires qui venaient pour appréhender les auteurs qui avaient commis des actes à Owando. Cette descente a conduit à une confrontation ardue entre la milice de Sassou et les militaires. C'est donc le début de la guerre de 1997. Le 6 juin 1997, il y aura une mise du comité national de médiation patronné par le leader de l'alliance URD-FDU, M. Bernard Koleda, dans le conflit qui opposait M. Lissouba et M. Sassou Nguesso. Le 16 juin 1997, il y aura aussi une mise en place du comité, mais cette fois-ci international de médiation, présidé par le président gabonais Omar Bongo, sur la crise congolaise. Une médiation tenue à Libreville sous la présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Ils finiront par faire une déclaration à la fin, mais qui n'apportera rien. De toutes les façons, Bongo n'a fait que jouer le sapeur Piompu parce que il faisait partie de... Il avait assisté à la réunion qui s'est tenue à l'Élysée. Donc, il savait quelle était la mission de M. Sassou. Le 15 octobre 1997, le président Pascal Lissouba est donc évincé. Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont sous contrôle des forces démocratiques et patriotiques, le FDP. L'armée n'a pas résisté à l'offensive des FDP appuyée par les troupes angolaises, rwandaises, tchadiennes, camerounaises et d'autres avec les Cobras et même les Francs 400 de M. Okombi Salissa où on trouvait les Guy Mafimba et les Masengo Otiassé. Le 25 octobre 1997, Sassou Nguesso maintenant, puisque M. Lissouba est en fuite avec tout son gouvernement, Sassou va prêter serment en tant que président de la République devant la Cour suprême au palais du Parlement. L'acte fondamental régissant la transition est présenté. Le 5 janvier 1998, il y aura une tenue de forum national pour la réconciliation, la démocratie et la reconstruction du Congo. Ils veulent parler donc de la démocratie alors qu'ils venaient de démettre un président qui a été élu démocratiquement. Alors, au cours de ce forum, il y aura plus d'1 millier de participants qui vont donc prendre part à ce forum. Les travaux sont ouverts par le chef d'État, Denis Sassou Nguesso, et ils sont donc présidés par Justin Lekunzu, Iti Osetumba, et par le monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba. L'objectif de ce forum étant de déterminer la nature et la durée de la période de transition. Donc, sous contrôle du gouvernement, le forum a décidé que les nouvelles élections devraient donc avoir lieu en 2001. Et un corps législatif consultatif transitoire est donc mis en place, adopté. Le 14 janvier 1998, fin de ce forum qu'on vient donc de parler, qu'ils avaient appelé le Forum national de la réconciliation, de la démocratie et de la reconstruction du Congo. L'une des conclusions qui sortira donc de ce forum, c'est l'instauration d'une transition de 3 ans et demi réflexible. Un parlement de transition appelé Conseil national de transition, le CNT, dirigé par Justin Koumba,
est mis alors en place. En 2000, Sassou Nguesso, puisqu'il veut se donner une statut de l'homme propre, de l'homme juste, parce qu'il venait de tenir un forum sur la réconciliation, sur la démocratie, sur la reconstruction du pays. Donc il veut se donner l'ossature de quelqu'un de correct et de juste. Et alors qu'est-ce qu'il va faire? Toujours dans sa manigance de pouvoir enfermer les gens, pouvoir arrêter les gens, il va faire... il y aura donc un jugement qui va se faire par contumace de tous les dignitaires du régime Ilisuba qui étaient donc en fuite. Les motifs, c'est pour crimes économiques et actes de torture. Donc pour M. Sassou, les événements qui se sont déroulés en 1997, c'est-à-dire s'il y a eu des morts, des tortures, c'est le régime de Pascal Ilisuba. S'il y a eu des crises économiques, c'est le régime de Pascal Ilisuba. Alors, tous les dignitaires qui étaient avec M. Ilisuba lui-même, Yombi Opango, Kolela, Mungunga Nkombongila, Benoît Koukebene, tous, ils sont condamnés à de lourdes peines. Mars-avril 2001, il va donc avoir adoption d'un projet de construction et une convention pour la paix et la reconstruction. En août 2001, le Parlement institue une commission d'enquête sur les allégations et sur les disparitions lors des guerres. Donc Sassou fait mettre une commission qui va donc enquêter sur les disparitions pendant cette période de guerre. Alors que c'était lui qui était allé chercher les armes auprès de M. Jacques Chirac. Il est donc venu pour tuer les Congolais, mais il attribue ça aux autres. En décembre 2001, le président Ilisuba est poursuivi par l'État congolais pour avoir bradé le pétrole congolais par l'accord de prêt signé le 28 avril 1993 avec la société pétrolière américaine Occidental Petroleum Corporation Oxy. Il est condamné par la Haute Cour de justice de Brazzaville à 30 ans de travaux forcés et à une amende de 25 milliards de francs CFA pour crime de haute trahison. Toujours dans la même foulée, Joachim Yombi Opango, Claude Antoine Dacosta, Ngila Mungunga Nkombo et Benoît Koukebene sont reconnus coupables de détournement du deniers public et de forfaiture. Sont alors condamnés par contumace à 20 ans de travaux forcés et 11 milliards de francs CFA d'amende. En janvier 2002, Sassou Nguesso fait donc adopter par référendum une nouvelle constitution qui garantit les libertés fondamentales. Un régime de type présidentiel est donc instauré. La durée du mandat du président de la République est fixée à 7 ans et l'élection se déroule au suffrage universel direct. L'âge limite de la candidature à la magistrature suprême est de 70 ans. Le gouvernement est dirigé par le chef de l'État. En mars 2002, Sassou Nguesso est élu très facilement au premier tour
lors des élections présidentielles, puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat qui avait osé confronter donc M. Denis Sassou Nguesso. C'est M. André Milongo, qui jouissait d'une réelle notoriété. Mais juste deux jours du scrutin, l'ancien Premier ministre retire sa candidature. Parce que il juge que les jeux sont déjà faits d'avance. Le 17 mars 2003, le gouvernement signe alors avec les ninjas un accord de paix. Les ninjas ont été désarmés, amnistiés et sont soit intégrés dans l'armée ou soit donc retournés dans la vie civile. Tout ça, c'est les manigances de Sassou. Il veut maîtriser partout où, vous avez vu, depuis le nord qu'il a commencé, avec les aviers Katali au nord, il passe avec les Kouyou, il descend avec les Batéké. Déjà, du côté de Pointe-Noire, il a déjà maîtrisé Jean-Pierre Tisser Chikaya avec ses affaires de bombes et de Ndalagraï. Donc, dans le pool, maintenant, il commence avec les ninjas, il va signer des accords. C'est comme en 2017. Il signe toujours les accords avec les ninjas qui n'ont jamais respecté. Et ces ninjas encore, c'est lui qui fournit les armes aux ninjas. Donc nous avons suivi tous le procès de Dabira et puis avec le général Moukoko. Alors, en 2005, il va y avoir l'ouverture d'une information judiciaire en France pour l'affaire des disparus du Beach. La Cour criminelle de Brazzaville ouvre en même temps le procès de plusieurs officiers de haut rang sur les mêmes chefs d'accusation. Au terme des débats, tous les accusés sont acquittés. Sassou va donc amnistier des adversaires politiques en exil, condamnés quelques années auparavant. Le 12 juillet 2005, dans un climat de contestation des citoyens, Sassou déclare être élu dès le premier tour avec 78% de voix, avec un taux de participation de 66%, des résultats qui laissent sceptiques de nombreux observateurs. En août 2005, les membres actifs des forces de sécurité inculpées dans le génocide et le crime contre l'humanité dans l'affaire du Beach ont été tous acquittés. Tous, ils ont été acquittés alors qu'il y a eu des victimes, mais il n'y avait pas de coupables. Parce qu'en août 2005, on les a tous acquittés. Ils avaient précipité de ce procès, c'est pour faire front au procès qui était déjà ouvert à Paris. En 2006, puisque Sassou est revenu encore au pouvoir, mais d'une manière avec les armes qu'il est revenu au pouvoir. Donc il voulait encore se faire un nom sur le plan international. Donc il est allé chercher à être élu président de l'Union africaine, l'UA. Il va donc remplacer le président nigérien sortant, Obasanjo.
Et lui, à son tour, quand il va finir un an après, il va être remplacé par le président ghanéen John Kufuor. En janvier 2008, il y aura formation de nouveau gouvernement d'union nationale formé sur l'alliance de rassemblement de la majorité présidentielle RMP de Denis Sassou Nguesso et le MCDDI de Bernard Kolela. Puisque tous ceux qui étaient déjà à l'étranger, Sassou les avait amnistiés, tous ces hommes politiques, ils vont donc être de retour. Bernard Kolela, Yombi Opango. Et donc, comme Sassou est en train de faire imposer sa politique déjà à l'intérieur, il va alors capter M. Bernard Kolela et ils vont donc faire l'alliance. C'est cette alliance d'ailleurs. Vous voyez comment Sassou est. Finalement, il a tué Bernard Kolela à petit feu. Jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Le 12 janvier 2009, Denis Sassou Nguesso est réélu pour 7 ans, avec 78,6% de voix, loin devant Joseph Kiambungu, qui était candidat indépendant. Il avait eu 7,5% de voix. Et Nicéphore Fila Sente, lui, il avait eu 6,9% de voix. Et Mathias Nzan, 2,3% de voix. L'opposition qui avait appelé au boycott de l'élection présidentielle dénonce alors des fraudes et conteste les résultats. Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation de Paris annule la décision de la Cour d'appel qui rend possible les poursuites. Le 5 août 2012, le Parti congolais du travail, le PCT, du président Denis Sassou Nguesso, ancien parti unique, remporte les élections législatives dont le premier tour s'est déroulé le 15 juillet avec 89 sièges sur 139. La seule formation d'opposition était l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES, de Pascal Lissouba, mais conduit par Tatsi Mabiala. Début 2015, Denis Sassou Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d'examiner une possibilité de modification de la Constitution en vigueur. Le 20 octobre 2015, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel et appelle à la désobéissance civile. À l'issue de l'ultimatum adressé au pouvoir par l'opposition pour annuler le référendum constitutionnel, il y voit d'une manœuvre afin de pouvoir se présenter une troisième fois à la présidence de la République. Alors que la Constitution qu'il avait fait voter lui-même en 2002 limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 et l'âge pour se présenter à la présidence de la République était limité à 70 ans. Le 6 novembre 2015, il va donc promulguer la Constitution de la République du Congo. Elle est entrée en vigueur peu après son adoption par référendum le 25 octobre 2015, largement contestée par la population. Mais là-dedans, il y a un article qui va donc attirer l'attention de tous les Congolais. C'est l'article 96 qui stipule: aucune poursuite pour les faits qualifiés crimes ou délits ou manquements graves à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction
ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation de ces dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaitaire ou de haute trahison conformément à la loi. Voilà donc l'article 96 que tous les Congolais aujourd'hui connaissent. Cet article qui veut dire Sassou peut tout faire pendant qu'il est là. Et quand il va partir, on ne peut pas le poursuivre. Il peut tuer, il peut voler, il peut tout faire. En fait, tout lui est permis. Pendant qu'il est là. Et quand il va partir, on ne pourra rien faire. On ne pourra même pas le poursuivre. Parce que le faire, c'est commettre un crime. Le faire, c'est faire de la haute trahison. Le 20 mars 2016, il y aura alors les élections présidentielles. 9 candidats vont donc participer, y compris Sassou lui-même. Donc Denis Sassou Nguesso, sous le label de son parti, le PCT, Joseph Kinumbi Kiambungu, lui, il est indépendant. André Okomi Salissa, avec son parti IDC. Claude Mounari Mabonzo, avec le parti qu'on appelle le MUST. Michel Boussi Ngwari, avec le parti qu'on appelle COPAR. Avec Angangios Angambe, avec le parti qu'on appelle PAR. Pascal Tsatsimabiala, avec l'UPADES. Jean-Marie Michel Mokoko, indépendant. Guy Parfait, Brice Kolela, avec le parti qu'on appelle Yuki. Le 4 avril 2016, alors que Sassou veut déjà promulguer les résultats, ils vont alors faire un montage, provoquer un faux affrontement entre les miliciens de Sassou et les ninjas de M. Frédéric Binsangou, appelé le pasteur Ntoumi. Alors, sous prétexte que les ninjas avaient fait une intrusion à Makelekele et brûlé le poste de police de Makelekele. Donc, par rapport à ça, il fallait donc repousser les ninjas et c'est donc le début du génocide dans le Poul. Le 4 avril 2016, le même jour, la Cour constitutionnelle valide les résultats présidentiels qui seront proclamés par le ministre de l'Intérieur Mboulou à 4 h du matin. Les résultats donnant Sassou Nguesso élu dès le premier tour à 60,4% des voix, suivi de Guy Brice Parfait Kolela avec 15,05% et de Jean-Marie Michel Moukoko avec 13,9%. À l'occasion, l'Internet avait été coupé pendant 4 jours après la publication des résultats. Ses adversaires, c'est-à-dire Guy Brice Parfait Kolela et le général Jean-Marie Michel Moukoko, avaient donc contesté les résultats partiels publiés la veille par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui donnait à Nguesso, qui faisait de Nguesso l'élu avec 60,4% de voix. Donc, à la suite de cette publication, le général Moukoko avait déclaré « Je savais d'avance que les dés étaient déjà pipés, mais nous avons accepté de jouer le jeu. » Jean-Marie Michel Moukoko, jusqu'en février, et il était le conseiller du président de la République pour des affaires de paix et de sécurité.
Donc, quand il dit que les jeux qui connaissaient déjà que les dés étaient déjà pipés, quand il dit que nous avons accepté jouer les jeux, c'est parce qu'il connaît l'homme. Parce que lui, il veut se démarquer en fait. Je veux l'expliquer prochainement. En fait, monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, c'est parce qu'il veut sortir donc de ce pacte qui avait été signé au nord, où tous les nordistes doivent rester tout autour de M. Sassou Nguesso. Et donc lui, quand il manifeste le désir de sortir de là, on le trouve comme un rebelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se retrouve en prison. Guy Brice Parfait Kolela, lui, par la voix de son porte-parole, a estimé que la réélection de Denis Sassou Nguesso relevait d'une fraude massive et de la magie. Le 23 avril 2016, Clément Mwamba est nommé Premier ministre de la République du Congo. Pour Sassou, c'est le symbole de la nouvelle République et du gouvernement de rupture. Il veut prouver par là que même si l'Issouba qui est du Grand Nyari est parti, lui c'est l'homme de la réconciliation. Il a pris donc quelqu'un du Grand Nyari, il a mis là-dedans. Entre-temps, le comité national de transition, c'est quelqu'un du Grand Nyari qu'il avait aussi qu'il avait mené après que ça soit qu'il ait fait la passation avec M. André Milo. Et le 30 juillet 2007, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso remporte alors les élections législatives avec 90 sièges sur 151. C'est-à-dire plus de la moitié. Et l'Union panafricaine pour la démocratie sociale constitue le parti d'opposition nommé par M. Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais. Voilà donc la personne que nous sommes en train de combattre. Celui qu'on appelle M. Denis Sassou Nguesso. Vous aviez vu la finesse de ce monsieur. Vous aviez vu comment ce monsieur s'est comporté depuis 1968. Voilà comment il a maîtrisé là où il pouvait avoir mouvement. Au nord, avec Xavier Katali, il l'a tué. Dans la cuvette, avec le Kouyou, il a tué Pieronga. Dans la cuvette, il a enfermé les trois Bateke et jusqu'à tuer Nsuru. Dans le Kouilou, il a tué Tisser Tikaya. Et dans le Poul, en dehors du génocide qu'il a fait, il a aussi tué Bernard Kolela et Monseigneur Nkombo. Pardon. Peuple congolais. Il ne faut pas sous-estimer ce monsieur. Voilà pourquoi nous avons pris soin de vous le faire connaître. Vous le faire connaître pour les uns et vous le rappeler pour les autres.
M. Sassou a toujours utilisé la justice comme moyen pour pouvoir éliminer physiquement les adversaires, pour pouvoir marquer sa domination envers les autres, pour pouvoir justifier ses crimes. Il a toujours utilisé sa machine à lui, la justice. C'est pour cela que nous avons dit il faut faire attention avec lui. Il ne faut pas aller s'amuser dans sa cour. Parce que beaucoup qui sont dans le combat avec nous, ils prennent le combat qu'on est en train de faire comme de la blague. C'est pour cela, tantôt ils sont avec nous, tantôt ils sont avec Sassou. Mais je voulais leur rappeler et leur dire que ce monsieur, il a tué Marien Ngouabi. Celui qui a toujours dit que Marien Ngouabi était son mentor. Mais il l'a tué. Sassou a tué sa propre fille, Edith Bongo, pour le pouvoir. Frère, quelle considération Sassou a pour toi? Donc le jour où il aura l'occasion de te tuer, Sassou va te tuer. C'est pour cela que nous le qualifions d'un félin. Parce qu'il est là, prêt à tuer. La situation sur le plan politique est grave. Le pays est malade, déjà sur le plan politique. Nous devons donc faire vite. On connaît les forces de Sassou, mais on connaît aussi les faiblesses de Sassou. Parce que Sassou ne fait rien de nouveau de ce qu'il a déjà commencé à faire depuis 1968, depuis 1970-72, quand ils ont tué les Pierre Kinganga et les Diawara. Ce sont les mêmes. Les accusations, ce sont les mêmes. Donc il ne fait rien de nouveau. Donc on le connaît déjà, on le maîtrise déjà. Maintenant c'est à nous d'élaborer des stratégies. Et les stratégies, on les a. Donc maintenant, on va travailler pour pouvoir évincer M. Sassou, qui lui avait fait chasser M. Pascal Lissouba, qui avait été élu démocratiquement par tous les Congolais. Nous devons faire vite parce que il y a des gens qui sont en prison. Des innocents. Beaucoup. Mais si je prends le cas de Jean-Marie Michel Moukoko et de André Okomi Salissa, ils sont dans des cellules où il n'y a même pas de lumière. Vous comprenez que quand ils sortiront de là, ils vont avoir des problèmes de vue. Donc, physiquement, ils seront déjà abattus. Il y a d'autres qui sont morts en prison. C'était la volonté de Sassou. Ça a été le cas de M. Ntsou. Sassou qui l'a tué. Mais il y en a d'autres qui sont sortis de là très malades. Ils ont même échappé à la mort. C'est le cas de Colonel Mpika. Mais c'est aussi le cas de M. Modeste Boukadia. Nous avons vu les photos, comment il était dans la chaise roulante. Et lui, il a à deux doigts près, on voulait déjà le tuer. Il a échappé à 2 fois. Moi, je ne connais pas M. Modeste Boukadia, mais j'ai suivi ses vidéos. C'est là où il explique. On a failli d'abord le tuer dans la cellule où il était. Et quand on l'a amené à la clinique, ben, on a failli aussi encore aller l'achever là-bas. Donc il explique ça. Voilà comment ce monsieur continue toujours à tuer les Congolais. Mais il y a un autre Congolais qui est sorti aussi de la prison. C'est M. Paulin Makaya.
Paulin Makaya, il va falloir qu'il aille vraiment faire des examens, parce qu'on ne sait jamais avec Sassou, avec tout le temps qu'il est passé en prison. Peut-être que on lui a mis du poison à long terme, on ne sait jamais. Mais M. Paulin Makaya est interdit de sortir du pays. Nous avons la raison pour laquelle on lui a interdit de sortir. Nous allons expliquer ça plus loin. Peuple congolais, nous devons nous débarrasser de ce monsieur. Il est devenu un poison pour nous. Il est devenu un cancer pour nous. Nous devons nous débarrasser de ce monsieur. Et sa politique a déjà fait ses limites. Sassou est déjà à la fin. Sa politique, nous l'avons compris, c'est ce que nous avons appelé la politique de 5D. La politique de Sassou, c'est la politique de 5D. Et donc, nous allons les démolir à partir de cette politique de 5D. Là. C'est quoi la politique de 5D? Les 5D, c'est quoi? En fait, le premier D, Sassou détient en otage tout le peuple du Nord. Un autre D, le deuxième, c'est que Sassou a détrôné la chefferie du peuple du centre, les plateaux. Le troisième D, c'est que Sassou déteste le peuple du Poul. Le quatrième D, Sassou diminue le peuple du Grand Nyari. Ici, diminuer, c'est rabrouer, faire abaisser. Et le cinquième D, Sassou, il dompte le peuple Luango. C'est ça sa politique de 5D. Détenir en otage le peuple du Nord, détrôner la chefferie du peuple du centre, les plateaux, détester le peuple du Poul, diminuer le peuple du Grand Nyari, et puis dompter le peuple Luango. Voilà la politique de 5D. Nous allons développer ça et vous allez comprendre. Peuple congolais. Maintenant que vous connaissez Sassou, maintenant que vous aviez compris qui est Sassou, je voulais simplement attirer l'attention à ceux-là qui jouent le jeu avec Sassou. Quant à ceux qui sont avec nous dans le combat, nous allons maintenant fuiter les armes. Nous allons maintenant aller évincer M. Denis Sassou Nguesso. Nous en avons les moyens. La diaspora est à l'intérieur du pays. M. Sassou va partir. Donc, dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la partie économique et des assassinats commis par M. Denis Sassou Nguesso. Merci. Bravo.
kokanisa anga bisaka na yo olobisa sufi olobisa sufi olobisa sufi soki tongwati yo tokomema yo na CPI na mabe nyonso osali biso ata okotisa mai ata omati likolo mpe tokepi efikange na kla ya yo nyonso e opakata